Bonjour, amis auditeurs de Commune Planète. Nous voici au bout de nos rendez-vous de février sur les thèmes de l'éco-santé. Et comme nous en avons pris l'habitude depuis l'année dernière, c'est avec Jean-Pierre que nous clôturons cette série. Nous allons tenter de tirer quelques conclusions de nos rencontres sur le marché des premiers sapins avec les producteurs locaux et nos 2 rencontres avec Loïc et Sylvestre, praticiens et pratiquants de l'écologie du corps en mouvement. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Denis. Jean-Pierre, d'habitude, je commence par demander à mon interlocuteur une émotion qu'il a pu vivre ces jours derniers, et cela dans un souci thérapeutique. Ça fait du bien de mettre des mots sur une émotion et de la partager. Si vous permettez, Jean-Pierre, j'ai envie de commencer, moi, cette chronique par ma propre émotion, vécue lundi après-midi. Vous permettez, Jean-Pierre? Permission accordée. Merci. C'était au bois de Chaillu. J'avais appris qu'il était à nouveau ouvert et que nous pouvions nous y rendre sans risque. Cela faisait 7 mois que nous ne pouvions plus fréquenter certains endroits. Je suis donc parti m'immerger dans ce bain de forêt, comme Sylvestre nous en avait donné envie durant plusieurs émissions. Mais il ne m'a pas fallu plus de 5 minutes de promenade pour ressentir un malaise. Une angoisse au milieu de ces piles de bois entassées le long du chemin, fruit du travail remarquable des forestiers. Et derrière ces piles, le désastre d'une forêt dévastée par une tempête de l'été dernier. Les gens que je croisais étaient aussi très secoués par ce qu'ils voyaient. Allez-y, mes amis, en forêt de Chaillu ou dans nos autres forêts comtoises. Vous comprendrez ce qui nous arrive. Vous mesurerez combien nous blessons notre environnement. La forêt crie sa douleur. Tels les Amérindiens, allons dire à la forêt que nous souffrons avec elle. Ces peuples amérindiens vont jusqu'à lui demander pardon. Pourquoi pas nous? Et peut-être que nous serons alors plus courageux pour dire à ceux qui nous gouvernent qu'ils prennent des décisions criminelles sur la santé du vivant. Et puis, une dernière chose, avant de vous laisser la parole, Jean-Pierre. Soudain, avant de faire demi-tour pour revenir en ville, j'ai aperçu, au milieu de ces étendues d'arbres abattus, des souches éclatées, un arbre, frêle, fragile, seul, comme perdu. Il avait sans doute été laissé là par les forestiers qui ont travaillé d'arrache-pied pour soigner cette forêt. Il était vert, avec des feuilles, en plein mois de février. Sans doute que les bûcherons l'avaient remarqué aussi pour son essence résistante. Merci les forestiers de l'avoir laissé debout. Il est désormais un signe d'espérance. Je suis reparti le cœur un peu plus léger, car j'avais fait une rencontre d'une bouleversante fragilité. Cette expression est le titre d'un ouvrage de Christian Salençon, « Bouleversante fragilité ». En voici un extrait. La rencontre met au monde, redonne vie, s'offre comme une renaissance. Il n'y a pas a priori de petites rencontres. Chacune peut être porteuse de sa part de nouveauté pour celui qui se laisse atteindre. Voilà, je vous laisse enfin la parole, Jean-Pierre. Merci. Oui, j'ai peut-être été un peu long, mais j'avais envie de dire ça. Et RCF nous permet de dire des choses avec notre cœur. Alors, quel lien peut-on faire avec ce que je viens de dire, avec les émissions précédentes? Oui, bien, écoutez Denis, là, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les 3 émissions précédentes, et puis je viens de vous écouter aussi avec beaucoup de, d'émotion, hein, raconter votre promenade en forêt, et il me semble que ce qui lie les 3 émissions, eh bien, c'est l'espérance. J'aime beaucoup cette image de l'arbre vert au milieu de ce désastre forestier qui est dû vraiment à la folie des hommes. Et ce que j'ai entendu des 3 premières émissions, eh bien, c'était justement des gestes qui sont des gestes apaisants, des gestes qui sont réconfortants.
La première en particulier, qui met en scène des petits producteurs avec des consommateurs, eh bien, montre que quelque chose est possible, qu'on peut échapper au circuit de la grande distribution qui, elle, n'échappe pas du tout au système financier qui assoiffe, qui affame le monde. Alors, c'est un lien que je fais avec ce que vous venez de me dire ce matin. Hein. Et ces gens, aussi bien Marie-Colette, consommatrice et membre du CMR, que les trois producteurs, je crois. Oui, il y avait trois. Il y avait même une bénévole qui était là. Oui. Étaient contents de ce qu'ils faisaient. On sentait que leur vie ensemble leur plaisait. Et donc, c'est une sorte d'image de vie réussie, de bonheur, et qui me touche, et qui en même temps est reproductible. Et si vous voulez vous sentir à l'aise avec votre consommation, pensez que vous ne faites pas le jeu des grands financiers, eh bien allez à Nau le vendredi soir ou le samedi matin, c'est pas loin de Besançon et c'est de façon très proche de tous les gens du plateau. Et vous verrez que là, vous rencontrerez des gens pleins de courage qui font du voisinage une sorte de rencontre permanente dans laquelle se mêle quelque chose d'essentiel pour nous, c'est-à-dire l'alimentation. Nous sommes ce que nous mangeons. Et nous sommes aussi ceux que nous rencontrons. Nous sommes une sorte de carrefour de rencontres. Et qu'on n'a pas du tout à Carrefour. C'est très curieux. Le mot carrefour est un mot qui est, complètement dévalué par les grandes surfaces où on ne rencontre personne que la consommation. Là, ce sera un carrefour à Nau et dans lequel vous vous sentirez à l'aise et vous serez bien, satisfait de ce qui se passe entre vous et les producteurs. Merci Jean-Pierre. On va faire une petite pause musicale avec Dvorak. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Pourquoi nous avons choisi cette musique? Parce qu'on a vu que Dvorak avait composé cette musique en s'inspirant des particularités des musiques amérindiennes pendant son séjour aux États-Unis au début du XXe siècle. Nous reprenons notre discussion avec Jean-Pierre, qui nous donne son ressenti à l'écoute des autres émissions de ce mois de février, et en particulier des émissions autour de la pratique de l'écologie en mouvement. Oui, Denis, autant j'ai adhéré immédiatement à la première émission sur la sapinière, autant j'étais un peu surpris par le contenu de cette émission assez conceptuelle, si on peut dire. On va même dire un peu intellectuelle, cérébrale, sur ce concept de l'écologie du corps en mouvement. Tout nous plaît, bien sûr, dans cette expression. L'écologie nous plaît, le corps en mouvement nous plaît. Alors, ce que j'ai découvert, ce que je crois avoir compris, c'est que lorsque l'on est en relation directe avec son corps, ce qui n'arrive pas tous les jours. Il faut, Denis, faire des exercices pour être en relation avec son corps. Sinon, on se sert de son corps comme d'une sorte d'instrument de relation, disons, banale avec l'environnement. Alors que lorsqu'on a une conscience plus intense, plus intime de ce que nous faisons, des gestes que nous faisons, eh bien, ça nous permet d'avoir une relation plus directe avec ce qui se passe dans la nature. Voilà, relation avec soi-même, d'accord, et puis relation avec l'ensemble avec l'univers, avec l'air que l'on respire, avec tout ce qui nous environne. Et donc il y a bien une relation avec l'équilibre et la santé du corps. La santé du corps et l'équilibre. Donc dites-nous en plus sur cette notion d'équilibre.
Alors, écoutez, moi, qui ai dépassé le grand âge, je sais ce que veut dire l'équilibre. Je sais que l'équilibre est instable. Mais ce que nous a appris Loïc, c'est que ce n'est pas un triste privilège de l'âge. C'est aussi une espèce de conquête permanente. Pour être en équilibre, nous avons besoin, paraît-il, moi je le savais mais sans le savoir, nous sommes en équilibre sur les deux rotules de nos fémurs qui nous obligent à nous maintenir en permanence entre la chute en avant, la chute en arrière et la chute sur le côté. Donc l'équilibre n'est pas donné au départ. L'équilibre est quelque chose qui est à conquérir. Et pourquoi il faut le conquérir? Il faut le conquérir parce que sinon on tombe. Eh oui, voilà. Tout simplement. Voilà, c'est une chose absolument. Et alors, cette notion d'équilibre m'a fait penser que, eh bien, tout n'est pas donné dans la vie. Hein. Nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Sinon, eh bien, c'est l'immobilité. Alors, quand on est complètement immobile et couché sur son lit, la chute n'est pas possible. Mais alors, on n'est pas véritablement vivant. Si on veut rester vivant, il faut risquer l'aventure de l'équilibre. Et ce mot d'équilibre m'a fait penser à d'autres équilibres qui sont très instables. Ah, nous y voici, nous y voilà. Jean-Pierre, je vous sens là, prêt à nous parler donc des déséquilibres que nous vivons maintenant. Oui, écoutez, je crois, ce n'est pas une pensée très originale, mais nous sommes en train de vivre une période historique. Ce qui nous arrive aujourd'hui, depuis les derniers jours, est quelque chose de fondamental dans l'équilibre de nos relations internationales. Voilà, vous savez, on a fonctionné depuis l'équilibre de la guerre froide entre les deux blocs. On a fonctionné sur un équilibre qui était complètement un peu artificiel. Voilà, étant donné que les deux blocs n'avaient plus raison de s'en vouloir, et que même la bombe atomique avait quelque chose d'un peu dérisoire et de scandaleusement gaspilleur dans l'équilibre là. Or là, le fait que les États-Unis nous abandonnent à nous-mêmes nous oblige à rechercher un autre équilibre. Alors, en faisant ça, les États-Unis ne deviennent pas nécessairement nos ennemis, mais ils abandonnent l'idée d'être nos protecteurs, l'abandonnent d'être nos alliés inconditionnels. Ils se tournent, et on a bien compris, ils se tournent davantage vers un équilibre avec la Chine, par exemple, et avec l'Inde, alors que l'Europe les intéresse beaucoup moins. Alors, je pense que c'est à nous à rétablir un autre équilibre. Ah, et vous avez de l'espoir pour ça? J'ai de l'espoir, c'est-à-dire que dans tous les équilibres, il y a toujours le risque de la chute. Et c'est ce que nous a appris Loïc, oui. Voilà, et ça c'est c'est un risque, mais c'est un beau risque à courir. Après tout, vous savez, dans la géographie nous enseigne, nous montre à l'évidence que la Russie n'est pas notre ennemi éternel. Et l'histoire aussi nous enseigne, il n'y a pas si longtemps, nous avions d'excellentes relations avec la Russie. Donc je crois que, en étant abandonnés, laissés à nous-mêmes par les États-Unis, eh bien, les États-Unis disparaissent de cette espèce de paternité qui s'était attribuée à l'Europe. Et nous avons quelque chose de nouveau à construire. Alors je sais bien qu'avec M. Poutine, ce sera difficile. Mais tout de même, j'ai relevé dans les paroles du général de Gaulle cette volonté de créer une Europe de Dunkerque à l'Oural. C'est une idée qui a été reprise par François Mitterrand, qui a envoyé M. Védrine, par exemple, pour discuter de ces choses-là avec M. Poutine lui-même, qui n'était pas complètement hostile. Et si on n'avait pas eu cette espèce de poids terrible, gentiment protecteur, mais cruellement protecteur des États-Unis sur l'Europe, on aurait peut-être réussi à faire cette grande Europe. Alors il faut penser que M. Poutine n'est pas éternel, parce que ce sera difficile peut-être avec lui mais on voit bien que l'avenir consiste à créer une grande Europe, dans laquelle l'Ukraine prendra sa place, dans laquelle les frontières seront respectées, mais n'auront plus autant d'importance que maintenant, puisqu'elles ne seront plus menacées. Et alors, ce qui nous rejoint, ce qui fait que nous avons une unité possible à faire, eh bien, c'est d'affronter ensemble, tous les Européens unis, de Dunkerque jusqu'à l'Oural, affronter le grand drame de la disparition du vivant sur la planète. Et je pense que, par exemple, je ne sais pas si on prend un bon chemin en multipliant les armements dans tous les pays du monde. Je pense je sens là le militant de Pax Christi. Et oui, bien sûr, ça fait partie de mon ADN de rechercher la paix.
Voilà. Et ce qui me paraît fondamental, c'est de dire avec le peuple russe, avec le peuple polonais, avec le peuple allemand, lions-nous, associons-nous. Nous avons un grand ennemi qui est la mort de la planète. Et ça, inutile, on ne peut pas lutter contre ça avec des armes, même avec des tanks, même avec des drones, c'est autre chose qu'il faut faire. Merci, alors même Jean-Pierre. s'il y a quelque chose que nous devons faire maintenant parce qu'on ne peut pas faire autrement avec des armes, pensons déjà à l'avenir qui est le seul possible, c'est-à-dire un avenir de réconciliation, de fraternité. Voilà, je dis des mots qui sont d'une grande banalité, mais j'y crois tellement que j'ai envie de les redire. Merci Jean-Pierre. Voilà, nous sommes partis de Chaillot, nous sommes allés à Nau, nous sommes allés à l'intérieur de nous-mêmes, de notre corps, et nous finissons en Europe. Merci Jean-Pierre pour c'est un voyage un peu particulier qu'on a fait ce matin, mais je trouve intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore une dernière petite chose à nous dire? Je le sens là. Le voyage n'est pas fini, il ne fait que commencer. Merci Jean-Pierre.